Alors, je vais en fait tenter de vous faire un petit exposé sur les chaînes de valeur à l'épreuve du retour des frontières. Quel arbitrage entre sécurité et coût? Je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions. Comment sont apparues les chaînes globales de valeur? Quelles sont leurs spécificités? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un retour du protectionnisme? Et cela remet-il en cause les chaînes globales de valeur? Pourquoi la sécurité est-elle devenue un concept prioritaire? Et aussi, le retour des frontières garantit-il la sécurité économique? Alors, quelques éléments historiques. La première mondialisation a eu lieu au 19e siècle et la deuxième mondialisation au milieu du 20e siècle. J'ai daté 2007 comme la fin de cette deuxième mondialisation. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Elle se traduit, comme la précédente, par une baisse des droits de douane et aussi par une baisse des coûts de transport. Elle s'organise avec un système commercial multilatéral, l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi avec de nombreux accords commerciaux régionaux. Des innovations techniques intéressantes sont la containerisation, qui a beaucoup réduit les coûts de transport. Et puis, il y a une particularité, c'est que sur la fin de la période, il y a une apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont une révolution en termes technologiques, tout simplement parce que ça baisse les coûts de communication et d'information à longue distance. Et donc, ça va provoquer une réorganisation de la production mondiale, tout simplement parce que la baisse des coûts d'information permet de localiser des étapes de production dans des lieux très éloignés. Hein. Effectivement, quand il est très coûteux de communiquer, on est obligé de tout faire au même endroit, alors qu'avec cette baisse des coûts d'information, eh bien, on peut localiser des étapes de production dans des lieux éloignés. Ça suppose euh, de faire bouger les biens intermédiaires qui se transforment en biens semi-finis, puis biens finis, et puis il faut les réexporter vers les lieux de consommation, donc il faut toujours du transport, et donc ça nécessite aussi des coûts de transport qui sont bas, mais aussi des droits de douane, puisqu'il faut de très nombreuses fois passer les frontières. Il faut que les droits de douane soient faibles ou nuls pour éviter de payer des taxes aux frontières. Et c'est ce qui s'est passé sur cette période. Et donc, on a eu des chaînes globales de valeur qui sont apparues. Ici, c'est celle de l'iPhone dans les années 2000. Vous voyez qu'il y a des services ou des biens qui viennent des États-Unis, du Japon, des biens intermédiaires, de la Corée du Sud, de l'Allemagne. Tout est envoyé en Chine où il y a un assemblage. C'était dans les années 2000, c'est un petit peu différent aujourd'hui. Et depuis la Chine, eh bien, on réexporte les iPhones dans le monde entier. Juste pour illustration, la Renault Zoé, c'est beaucoup plus proche de nous. La production de Zoé est terminée, vous savez, mais effectivement, il y avait aussi une chaîne globale de valeur qui s'était formée sur ce bien. L'intérêt de ces chaînes globales de valeur, c'est que elles sont efficaces, elles sont très efficientes. Il y a une baisse des coûts, du coût global de production, tout simplement parce que on localise la production à différentes étapes à l'endroit où c'est le moins coûteux. Ça demande des efforts considérables de logistique et il faut que les coûts de commerce soient très faibles. Et notamment, donc, il faut que les taxes douanières soient faibles, voire nulles. Et puis, évidemment, ça demande aussi que les partenaires commerciaux sont fiables parce que, au lieu de produire la totalité d'un bien chez vous, eh bien, vous avez tous les biens qui composent ce bien final. Ils sont produits dans différents pays et il faut avoir une relation commerciale et politique qui soit à long terme stable, fiable. Or, à partir de 2015, on s'aperçoit qu'il y a à la fois un retour du protectionnisme, je vais essayer de le qualifier, et puis beaucoup de tensions géopolitiques. Alors, euh, le protectionnisme, je le date, il y en a qui datent un petit peu avant, mais il est confirmé en tout cas en 2015 avec le plan Made in China 2025, qui est un plan sur 10 ans. Et ce plan, qui est lancé par Xi Jinping, en fait, il a pour vocation de transformer la Chine euh, en un pays qui ne produit plus des biens à faible coût, mais qui va produire maintenant des biens qui sont des biens stratégiques de haute technologie. Et pour cela, euh, Xi Jinping veut qu'il y ait à la fois une rupture dans la dépendance aux importations de biens et de technologies. En tout cas, Xi Jinping relance la recherche et développement, les dépenses d'innovation pour que la Chine produise elle-même des biens de haute technologie. Et puis, il y a beaucoup de soutien aux entreprises chinoises qui s'organisent
Et ce sont des subventions, c'est aussi des infrastructures pour faire de la Chine un pays très compétitif. Autre exemple de protectionnisme, il y a une guerre commerciale qui est initiée par Trump à partir de 2018-2019 avec la Chine, mais aussi avec des pays amis. Et la Chine exerce des représailles, d'autres pays exerceront des représailles. Et donc, il y a une guerre commerciale qui s'initie à partir de 2018 et qui continue aujourd'hui, même avec le président Biden, puisqu'il y a quelques semaines, le président Biden a confirmé cette logique. Et puis en août 2022, les États-Unis adoptent la US Inflation Reduction Act, qui est en fait une loi promouvant la production et la consommation de biens verts, des panneaux solaires, des véhicules électriques, la production d'hydrogène, et tout cela avec des clauses de contenu local. Donc, il faut, pour bénéficier des incitations fiscales, produire aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Et puis, l'Union européenne s'est aussi dotée d'instruments qu'on appelle, dans une nouvelle stratégie qu'on appelle l'autonomie stratégique ouverte. Alors, il s'agit de renforcer la résilience de l'Union européenne face à tous les chocs extérieurs que cette Europe peut subir. Et donc, il faut qu'elle soit à la fois compétitive et résiliente. Et l'Union européenne ne veut pas tomber dans le protectionnisme. C'est pour ça qu'on a rajouté l'adjectif ouverte à autonomie stratégique. Tout simplement, vous noterez qu'il y a une petite contradiction entre autonomie et ouvert, mais c'est assumé par l'Europe parce que l'Europe veut à la fois être compétitive, résiliente, tout en n'étant pas protectionniste. Je voudrais noter quand même que sur la période, il y a eu quand même des épisodes de libéralisation unilatérale, comme en Australie, mais aussi régionale dans le Pacifique. C'est les deux premiers accords que je mentionne ici, RCEP et CPTPP, et puis la zone de libre-échange continentale africaine, l'accord que l'Union européenne a signé avec le Canada, et puis l'accord que l'Union européenne a signé avec la Nouvelle-Zélande. Alors, si on regarde maintenant l'impact sur le commerce, on s'aperçoit que la progression du commerce est très forte en pourcentage du PIB au niveau mondial, de biens et services, jusqu'en 2007-2008. Et puis, à partir de 2007-2008, il y a une espèce de stagnation de cet indicateur avec des qui correspondent soit à la grande crise financière en 2007-2008, soit à la pandémie de la Covid-19. Si on regarde par pays, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on voit que l'Allemagne et la France, en fait, ont une progression de ce rapport commerce sur PIB, alors que l'Inde et la Chine, il y a des ruptures. La Chine, donc, dans les années 2000, elle veut relancer en fait la consommation intérieure, et l'Inde, qui a une tradition protectionniste, qui, avec l'élection de Narendra Modi à la tête du pays, va adopter en fait un protectionnisme relativement fort et ce rapport va diminuer. Euh, donc, il y a un certain retour du protectionnisme, c'est très clair. Et donc, ça remet en cause déjà les chaînes globales de valeur. Mais en plus, il y a des tensions géopolitiques, des crises géopolitiques. Et donc, la sécurité économique devient une priorité. D'abord, il y a la Covid-19, la pandémie, et un manque de matériel médical qui a été, par exemple, ressenti de manière très négative, bien évidemment, en Europe occidentale et particulièrement en France. Et puis, il y a la montée de la Chine. La Chine, dans les années 1980, 1990 et 2000, a accumulé en fait des rythmes de croissance très forts. Le PIB par tête dans le pays a beaucoup augmenté, même s'il reste inférieur, par exemple, à celui de la France ou des États-Unis. Il y a une expansion économique très forte. Il y a des visées, effectivement, de la Chine continentale sur Taïwan, qui est un pays très important pour les chaînes de valeur, tout simplement parce que c'est un pays qui produit beaucoup de semi-conducteurs. En fait, la Chine utilise même sa force commerciale pour faire de la coercition, c'est-à-dire contraindre les adversaires. J'ai mentionné ici Japon, Australie et Lituanie. Pour expliquer par exemple la Lituanie, eh bien, dans la capitale de la Lituanie, le gouvernement avait ouvert un bureau de représentation de Taïwan, qu'il avait appelé bureau de représentation de Taïwan, au lieu d'utiliser le mot Taipei. Et ça avait provoqué la colère du gouvernement chinois qui avait à ce moment-là prohibé l'importation en Chine de gouvernement lituanien. Donc on utilise à chaque fois, pour le Japon, pour l'Australie, pour la Lituanie, la puissance commerciale de la Chine pour faire pression sur des partenaires commerciaux.
la Chine l'a fait aussi avec des interdictions d'exportation de certains minerais stratégiques. Les États-Unis ne sont pas en reste depuis maintenant de nombreuses années. Vous savez que Huawei est une entreprise chinoise qui est dans la visée du gouvernement américain, tout simplement parce que c'est une entreprise qui avait la prétention de participer aux infrastructures de télécommunications aux États-Unis. Et effectivement, les États-Unis ont bloqué l'accès de cette entreprise chinoise au marché américain. Et puis, il y a des restrictions d'exportation de biens à haute technologie vers la Chine de la part des Américains. Et on fait même pression sur des compagnies américaines pour des compagnies européennes de la part du gouvernement américain pour arrêter d'exporter des biens de haute technologie vers la Chine. Ce sont des biens à usage dual, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés dans le civil ou dans le militaire. Et puis, ce sont des biens aussi stratégiques qui sont à la frontière technologique, par exemple dans les semi-conducteurs. Et il y a de manière systématique un contrôle des investissements sortants et un contrôle des investissements entrants. Donc, les investissements américains allant vers la Chine et les investissements chinois entrant aux États-Unis. L'Union européenne fait maintenant la même chose. Et puis, bien évidemment, il y a eu une invasion de l'Ukraine par la Russie qui a entraîné des sanctions de la part de l'Europe vers la Russie, mais aussi des États-Unis vers la Russie. Et les Russes ont exercé des représailles sur le gaz et sur les céréales. Donc, ça veut dire qu'on utilise encore une fois le commerce pour faire des pressions de type géopolitique. Donc, bien évidemment, ça remet en cause effectivement les chaînes de valeur, à la fois parce qu'il y a du protectionnisme et à la fois parce qu'il y a ces tensions géopolitiques avec l'apparition de partenaires commerciaux qu'on pensait fiables et qui le sont beaucoup moins. Donc, ça remet en cause, dans une certaine mesure, les chaînes globales de valeur. Aujourd'hui, on a pensé à un moment donné produire localement, mais produire localement n'est pas une garantie de sécurité. Par exemple, il y a quelques années, le marché américain du lait en poudre a été arrêté dans son approvisionnement, alors que, en fait, tout le lait en poudre aux États-Unis venait d'une entreprise américaine. Mais le problème, c'est que cette entreprise américaine avait un seul lieu de production et que ce lieu de production a rencontré un problème sanitaire. Donc la production a dû s'arrêter. Et donc cet exemple illustre bien le fait que ce n'est pas parce que vous produisez localement que ça garantit la sécurité des approvisionnements. Il vaut mieux diversifier. Il vaut mieux diversifier les sources d'approvisionnement et en particulier chez des pays amis. C'est ce qu'on appelle le friendshoring. L'Union européenne a adopté une stratégie qui est un petit peu intermédiaire. Les États-Unis vont faire du découplage vis-à-vis de la Chine notamment, mais aussi vis-à-vis d'autres pays comme la Corée du Nord ou l'Iran. Euh, et pour illustrer le découplage vis-à-vis de la Chine, il faut savoir que la Chine représentait un peu plus de 23% des importations de produits manufacturés en 2018 et qu'en 2023, eh bien, on n'en est plus qu'à 13% des importations américaines de produits manufacturés qui proviennent de Chine. Donc, ça veut dire qu'il y a un découplage qui est en cours. Il y a plutôt une diminution des risques dans l'Union européenne, tout simplement parce que l'Union européenne essaye d'avoir une attitude plus modérée qui vient du fait que la Chine est un partenaire commercial important, donc notamment les Allemands vendent en Chine. En plus, l'Union européenne respecte certainement davantage les règles multilatérales. Et puis, l'Union européenne, en fait, fait pression sur les États européens pour euh, diminuer, en tout cas, ne pas interdire, mais diminuer, en fait, les subventions que les États peuvent donner à leur entreprise, tout simplement parce que l'Europe cherche à avoir un développement équilibré de tous ces pays et c'est ce qu'on appelle la cohésion européenne. Par contre, l'Union européenne ne se prive pas d'identifier un certain nombre de produits pour lesquels elle est dépendante, non seulement en termes de nombre de pays fournisseurs, mais en plus en identifiant des pays fournisseurs qui peuvent se révéler à l'avenir moins fiables. Il y a un risque de guerre commerciale en 2025, donc peut-être que cette tendance va s'alourdir si effectivement il y a l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. On peut avoir un problème si celui-ci décide d'appliquer son plan de protectionnisme qui est fort. On aurait une baisse du PIB mondial qui serait assez forte. C'est une estimation faite par le CEPI
et surtout une baisse du commerce, surtout pour le commerce reliant les États-Unis à la Chine, puisque nous avons évalué à une diminution de 75% de ce commerce. Et donc, ça veut dire que les exportations chinoises se réorienteraient vers d'autres destinations, comme l'Union européenne. Donc, ça creuserait encore le déficit que l'Union européenne a vis-à-vis de la Chine, et ça pourrait risquer, effectivement, de provoquer de nouvelles réactions politiques. On pourrait avoir des effets en chaîne. En tout cas, effectivement, on a aujourd'hui des chaînes de valeur qui sont un petit peu remises en cause, tout simplement parce que on essaye de couper des relations. Alors, il y a des entreprises qui, au lieu d'exporter depuis la Chine vers les États-Unis, ils exportent maintenant plutôt du Vietnam ou de l'Inde vers les États-Unis. Ou même, il y a des entreprises chinoises qui s'implantent au Mexique pour exporter vers les États-Unis en profitant de l'absence de droits de douane, avec quand même des règles d'origine. Donc, ça veut dire qu'on recompose en partie les chaînes de valeur mondiales avec un certain retour aux frontières. On passe d'une période où la recherche d'efficience était la priorité à une période où la recherche de sécurité devient au moins aussi importante. Ça ne remet pas en cause totalement l'architecture des chaînes globales de valeur, mais ça les modifie. Je voudrais insister sur le fait que le retour des frontières ne garantit pas les sécurités. Et puis, je voudrais mentionner, pour conclure, que la lutte contre le changement climatique nécessiterait une pleine coopération multilatérale. On est plutôt en train de s'éloigner. Merci beaucoup.